Donc, après un débat assez chaud concernant tout ce qui est pratique médicale, pharmacien et dentiste, tout ce qui est légal, on passe un peu tout ce qui est scientifique. Donc, je tiens d'abord à remercier et à féliciter l'association des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes de Hamna, ainsi à remercier le laboratoire La Profonde pour cette invitation. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on va parler des gastrites chroniques. D'accord? Donc, les gastrites chroniques, c'est un grand chapitre de gastro-entérologie où beaucoup d'intervenants participent, qu'ils soient des médecins généralistes et des spécialistes. Donc, avec le retard, on va essayer d'accélérer les choses. Donc, c'est une définition qui est purement histologique. Ça veut dire, ce qu'on voit le plus souvent, c'est des gastrites aiguës. C'est les manifestations les plus parlantes des gastrites chroniques. Mais le fait d'avoir une inflammation qui s'installe pendant longtemps et qui évolue par poussée donne cette impression qu'il s'agit plutôt que des gastrites aiguës qui se répètent le long de l'évolution du suivi du patient. Donc, il se définit par une inflammation de la muqueuse gastrique. Cette inflammation se caractérise par une altération de l'épithélium gastrique en superficie ou en profondeur, suivie d'une régénération avec cicatrisation. C'est un phénomène chronique, donc qui dépasse 3 mois. Ça peut aller sur une longue période, 20 ans, 30 ans, depuis la découverte de l'Helicobacter pylori. On note qu'on peut avoir une infection à un âge très jeune, 6 ans, 7 ans, et puis l'infection 7 ans sur 30 ans, sur 40 ans, voire plus. Okay? Donc c'est une pathologie de l'enfant et de l'adulte. C'est une pathologie qui est assez fréquente en population générale. Pour les chiffres de l'Helicobacter pylori, qui est la cause la plus fréquente dans nos yeux, il n'y a pas de chiffres nationaux. Donc on a essayé de chercher dans la littérature. Il y a une étude qui a été faite sur 3000 patients, note une prévalence de l'ordre de 70%. Il y a d'autres termes, parce que c'est une pathologie, c'est un grand chapitre où il y a plusieurs catégories de pathologies. Il y a ce qu'on appelle les gastropathies, où on aura un phénomène qui ressemble à la gastrite, mais nosologiquement, il est classé actuellement dans les gastrites chroniques. Il y a la notion d'atrophie aussi qui est importante. J'essaie de la mettre dans l'introduction pour qu'on puisse avancer plus rapidement par la suite. L'atrophie, c'est une réduction de l'épithélium suite à un phénomène chronique. Donc, même avec la régénération, la hauteur de l'épithélium ne revient pas à sa taille initiale. La dernière notion, c'est la métaplasie intestinale gastrique. La métaplasie intestinale gastrique, c'est une transformation de la muqueuse gastrique, qui est un épithélium cubique sain, vers une métaplasie où on note là en bleu l'apparition de glandes qui sécrètent, ça s'appelle des glandes caliciformes, qui sécrètent du mucus, mais ce sont des glandes qui sont généralement dans le côlon. C'est pourquoi on parle de métaplasie intestinale. Alors, concernant l'évolution des gastrites, dans la littérature, on distingue 2 grands chapitres, les gastrites aiguës, essentiellement liées à l'Helicobacter pylori, et les gastrites chroniques avec plusieurs types. C'est là où plusieurs spécialités peuvent intervenir dans cette pathologie, notamment le type A, où la gastrite il est dite auto-immune, où le corps va attaquer certaines cellules des constituants de la muqueuse gastrique qu'on va voir tout à l'heure. Là, le type B, qui est bactérien, essentiellement l'Helicobacter pylori. La B, où il y a plusieurs facteurs, notamment l'alcool, le stress, etc. Et il y a la chimie, où il y a une réaction inflammatoire liée à une agression, soit par des produits, soit par le reflux biliaire. Tout ça, on va le découvrir. Il y a une autre classification plus simple. C'est une classification qui se base sur le comportement de l'épithélium par rapport à cette inflammation chronique. On la classe aux 3 types. Des gastrites chroniques atrophiques, on va essayer de traiter de cette façon ce chapitre. Il y a des gastropathies hypertrophiques et des gastropathies hyperplasiques. J'essaie d'être
le plus simple possible. Et puis, il y a ce qu'on appelle les gastrites chroniques non atrophiques, où il y a le reflux d'autres formes qu'on va détailler par la suite, qui soit une gastrite chronique lymphocytaire, où il y a une infiltration des lymphocytes, une gastrite chronique eosinophile, où il y a une infiltration eosinophile, et d'autres types qui sont relativement des entités qui ont moins de 20 ans. Donc, on est en train de les développer. Donc, pour avancer dans ce chapitre, on va faire un petit rappel par rapport à la muqueuse gastrique. Ça, c'est une coupe histologique où on rappelle que la muqueuse gastrique va s'invaginer pour créer les cryptes. Dans ces cryptes, quand on les voit, il y a des cellules à muqueuse, il y a des cellules pariétales et principales. Donc, ces différents compartiments cellulaires ont un rôle dans la sécrétion du suc gastrique, qui est de l'ordre de 1 à 1,5 litre par jour. C'est une sécrétion qui n'est pas constante dans le temps, qui évolue selon, bien sûr, le temps de repas et le temps de jeûne. Donc, j'insiste sur les principaux constituants qui est l'acide chlorhydrique sécrété par des cellules pariétales, l'exinogène, le facteur intrinsèque de Castel nécessaire à l'absorption de la vitamine B12 et les autres éléments, notamment le mucus qui crée un film qui permet de protéger la muqueuse contre l'agression acide. C'est une véritable usine où, à l'intérieur, il y a tout un sucre gastrique extrêmement dangereux et dont l'estomac doit être protégé. Cette sécrétion du sucre gastrique est commandée par deux principaux systèmes. Le premier système, c'est le système nerveux. Donc, chaque tempérament peut induire à une sécrétion acide plus ou moins importante, qu'il soit stress, qu'il soit peur. Donc, le système nerveux va donner soit l'ordre directement de sécrétion du sucre par des terminaisons nerveuses vers les cellules de la muqueuse pariétale et principale, soit à travers des cellules endocrines, généralement dans la région ventrale, qui vont sécréter de la gastrite, principal élément d'ordre de sécrétion. Donc, ça, c'est une courbe qui explique un petit peu la sécrétion acide gastrique dans le temps. Ça veut dire, dès qu'on voit des aliments, par exemple, où on est stressé, il y a une phase qu'on appelle la phase céphalique, où l'ordre il est purement neurologique, qui donne donc ordre à l'estomac de sécréter une quantité d'acide qu'on voit ici en bleu. Donc, avant de commencer de manger, donc, après la phase de mastication, déglutition, il y a ce qu'on appelle la phase gastrique, où on note une bonne quantité de sécrétion qui permet, bien sûr, la digestion du contenu gastrique ou la préparation aux autres étapes de la digestion. Et après vidange de l'estomac, ou début de vidange, il y a une autre sécrétion post-vidange qui, ce qu'on appelle la clairance, la phase intestinale, où l'estomac est vide, mais continue à sécréter pour avoir un nettoyage. Ce nettoyage, donc, aussi peut être agressif si on a un pH qui reste très bas, donc qui va entraîner un problème au niveau des défenses de l'estomac. Alors, donc cet estomac qui travaille dans un milieu qui est purement agressif va avoir des moyens pour se défendre, d'accord? Ce sont le mucus qui permet de créer une sorte de gradient de pH entre la lumière, qu'on peut arriver à un pH inférieur à 1, et puis au contact des cellules, où le pH peut être tolérable par ces cellules. Donc, la sécrétion de bicarbonate, on va voir tout à l'heure, qui permet de tamponner un petit peu les molécules de H+, les ions de H+, qui peuvent agresser. Il y a l'oxygénation et la régénération muqueuse. On sait très bien que le tube digestif, c'est parmi les organes où la régénération il est importante et rapide pour éliminer tout ce qui est altération des cellules de muqueuse et automatiquement renouvellement par de nouvelles cellules qui permet une sorte de protection avec les autres méthodes. Le dernier des venus, c'est le monoxyde d'azote qui permet une vasodilatation et une cytoprotection. Il y a une voie de recherche là-dessus actuellement pour développer d'autres produits. Concernant les éléments qui agressent la muqueuse gastrique pour induire une gastrite, il y a bien sûr l'acide, il y a les mycobactères pyloriques qu'on va détailler un peu, la pepsine qui est une enzyme qui permet la digestion notamment des protéines. Je passerai sur les autres, essentiellement les anti-inflammatoires, le stress et l'alcool. Donc un équilibre entre ces deux éléments de protection et d'agression et l'état physiologique
qu'il faut avoir pour ne pas avoir une gastrite. En cas de déséquilibre, on passe soit vers la gastrite aiguë, la gastrite chronique, mais aussi vers l'ulcère. Donc, pour les éléments essentiels concernant les défenses, la constitution de mucus, il est de 98% une constitution par l'eau, avec une petite quantité de mucosaccharides, sécrétion facile, et qui permet bien sûr une temporisation du pH. Il y a aussi l'enzyme de l'anhydrase carbonique qui permet de produire les ions de HCO3- qui permettent de créer cette vague d'alcaline postprandiale automatiquement post-acidité et permet de protéger le cytoplasme des cellules au contact du pH très bas. Par contre, je vais développer un peu plus l'Helicobacter pylori qui continue à poser d'énormes problèmes chez nous dans notre pratique. Et je sais que même les pharmaciens aussi ont une bonne part de pratiques concernant cette bactérie qui est tellement fréquente. C'est une bactérie spirale qui a la caractéristique de produire un micro-environnement pour se protéger. Il arrive à se mobiliser et c'est la première bactérie chez qui on a pu identifier ou confirmer l'origine de la carcinogénèse dans le monde, et c'était le prix Nobel de 2005. Et cette bactérie, dans les séries épidémiologiques mondiales, est assez fréquente chez nous. Dans une étude qu'on a faite à Marrakech, où la fréquence dépasse 90%, mais le biais de ces études, ce sont des études qui sont purement liées aux hôpitaux. Donc automatiquement, le fait de ne pas faire un dépistage dans la population générale ne permet pas de garder ces chiffres. Donc c'est une bactérie qui se caractérise par une enzyme dans l'uréase qui permet de transformer l'urée et de créer donc un micro-environnement. Ce micro-environnement lui protège de tout ce qui est acidité. Donc l'installation de cette bactérie dans une muqueuse, au départ il y a un film de mucus qui permet de la protéger, et puis il va commencer à créer une zone où le pH est proche de 7, et puis se multiplier. Et grâce à un certain nombre d'antigènes qu'on va voir tout à l'heure, on va créer une altération de ces cellules à mucus, et par la suite une réaction inflammatoire qui va s'entretenir. Donc plusieurs éléments antigéniques interviennent dans l'induction de l'inflammation, l'induction de l'agression de la muqueuse et aussi l'induction de prolifération tumorale. Donc, induction au départ par différents interleukines, et puis il y a l'avènement de cellules inflammatoires, notamment la plasmocytaire, qui vont s'installer, et au long cours, sur une dizaine, une quinzaine d'années, on peut avoir un passage vers une altération de muqueuse ou altération de multiplication lymphocytaire qui peut donner aussi des lymphomes. Alors, je ne sais pas est-ce que vous arrivez à voir ou pas. Ça, c'est les dernières recommandations concernant la recherche de l'Helicobacter pylori dans la pratique des journaliers. Alors, donc, la recherche de l'Helicobacter pylori est indiquée de façon importante dans l'ulcère, dans les gastrites chroniques, en cas de lymphome de Malm, chez les antécédents de patients ayant déjà un cancer localisé, en cas de dyspepsie, en cas de personnes à risque, le niveau de preuve, si vous voulez, il est moyen. Donc, à part ça, il peut être recherché dans les anémies, notamment ferriprises, les anémies liées aux vitamines B12 et dans le purpura thrombopénique idiopathique, si on n'a pas, bien sûr, de cause. Alors, comment chercher cet Helicobacter pylori? Donc, les dernières recommandations concernant ça déterminent deux profils. Un profil chez un jeune qui est inférieur à 40-45 ans, qui n'a pas d'antécédent de cancer, mais qui a du cancer gastrique dans la famille. Donc là, on peut utiliser les techniques non invasives. Il y a aussi les gens qui ne peuvent pas faire de fibroscopie, d'endoscopie digestive autre pour une contre-indication connue. Les gens qui ont une PTAI, une purpura thrombopénique idiopathique, on peut faire directement des tests non invasifs pour poser le diagnostic.
ou l'antécédent d'ulcère sans confirmation d'éradication d'hélicobactère. Tous ces gens, on peut utiliser la sérologie ou le test respiratoire. Mais dans d'autres cas, l'utilisation de fibroscopie, d'endoscopie permet le diagnostic d'Helicobacter pylori et de chercher surtout les complications et les cas de cancer. Par exemple, un patient qui a plus de 40-45 ans, il a plus de chances de développer un cancer gastrique. Donc ce type de patient, il vaut mieux faire une endoscopie pour voir l'état de l'estomac et de faire la biopsie à la recherche d'Helicobacter pylori. Des patients qui ont un syndrome ulcéreux, comme vous savez, il est relativement pathognomonique, les typiques de l'ulcère, et quand on a un ulcère gastrique, le risque de cancérisation y est, et les biopsies sont importantes à faire pour ne pas laisser développer un adénocarcinome gastrique. Pour les malades qui ont eu une anémie de Biermann avec déficit de vitamine B12, les malades qui ont une anémie nécessitent de faire une endoscopie qui permet de voir l'estomac, de chercher une cause, par exemple l'ulcère, et de faire des biopsies duodénales à la recherche d'autres causes de malabsorption. Le lymphome et à la fin les interventions bariatriques, parce que ce type de patient nécessite de faire une intervention sur un organe qui peut s'agir soit d'une résection ou carrément une isolation d'une partie de l'estomac. Et ces malades peuvent aussi développer des adénocarcinomes et des lymphomes. Donc l'endoscopie permet de voir et de voir l'état des lieux et de chercher l'Helicobacter pylori. Alors, pour plus détailler cette partie, il y a donc 3 tests à faire essentiellement pour tout ce qui est non invasif. Il y a la sérologie, il y a la recherche par test respiratoire, il y a la recherche d'antigènes de l'Helicobacter dans les selles. Donc, pour la plupart des efforts techniques, ils ont une performance qui est bonne. Ça ne pose pas de problème à ce niveau. Le problème se pose quand on veut chercher pour la première fois l'Helicobacter pylori ou chercher l'Helicobacter pylori après avoir traité cet Helicobacter pylori. Donc la sérologie, on peut la faire au départ quand on a un malade qui n'a jamais eu d'Helicobacter pylori pour voir le statut des lieux. Les autres techniques de tests respiratoires et détection antigénique ont encore plus d'importance dans les autres étapes, ça veut dire performance, traitement après éradication, traitement antibiotique par éradication des Helicobacter pylori. Mais les véritables inconvénients ou limitations de ces techniques, c'est quand on demande aux patients, pour effectuer le test respiratoire, d'arrêter l'antibiotique sur un mois et attendre 15 jours après l'arrêt de l'IP. Ces malades avec une gastrique risquent de rechuter ou de s'aggraver. C'est le cas du test respiratoire quand on veut le faire après l'éradication. Donc si on éradique, on doit attendre un mois avant de faire le test respiratoire. La même chose pour la recherche d'antigènes dans l'essai. En chiffres, donc, concernant la sensibilité et la spécificité, vous allez noter que la plupart des techniques, ça veut dire à la biopsie, au test respiratoire et à la recherche dans l'essai, sont au-dessus de 90% de sensibilité et de spécificité. Ce sont des tests qui sont praticables et utilisables dans la pratique courante. Alors, concernant l'éradication, donc pour le moment, on est dans les 2 techniques possibles. On est dans la quadrithérapie, ça veut dire antibiothérapie, 3 antibiotiques pour 14 jours avec l'IPP, soit dans la thérapie au bismuth sur 10 jours. Donc, le plus intéressant dans notre pratique, parce qu'on ne peut pas faire le traitement guidé. Le traitement guidé, ça veut dire c'est un traitement guidé par rapport à la résistance aux antibiotiques. Donc, le plus utilisé, c'est le traitement probabiliste, ça veut dire quand on va traiter d'emblée le patient, on peut utiliser les 2 protocoles. D'accord? Et pour la pratique, donc soit au Maroc, maintenant il n'y a plus le problème de Pilera, il est disponible, on peut choisir l'un ou l'autre, on va voir ça par la suite. Donc ça, c'est les dernières recommandations concernant la prise en charge de l'Helicobacter pylori. On va s'intéresser à tout ce qui est à gauche, donc là, d'accord? Donc, le traitement de première intention, on a le choix entre les 2, soit la quadrithérapie 14 jours, soit le traitement par le bismuth 10 jours. Et puis, on va faire à 1 mois
du traitement, un test respiratoire ou une gastroscopie selon le contexte. Si c'est bon, ok, on s'arrête sur ça. Si c'est pas bon, on complète par l'autre branche et on vérifie par la même façon. Ok? J'essaie d'être un peu plus rapide. Si ça ne marche pas après cette étape, il faut avoir une comité national qui va traiter ce type de malade selon, bien sûr, une étude culture de cet HP et voir le profil de résistance. Donc, passons aux autres causes rapidement. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme vous le savez tous, ce sont des molécules qui entraînent des gastrites et des ulcères, donc par l'altération de la sécrétion de la prostaglandine qui est un protecteur parmi les moyens de défense de la muqueuse gastrique. Par augmentation de synthèse du mucus qui permet cette barrière entre l'acidité et les cellules, et par augmentation du débit sanguin qui permet une bonne oxygénation de la muqueuse et une meilleure défense contre l'acidité. Un petit mot concernant le ramadan, parce que ces malades, on va les suivre, et il y a des malades qu'on découvre au cours du ramadan. Il y a deux particularités concernant les gastrites et le ramadan, les ulcères et le ramadan. C'est que la sécrétion acide change dans le temps. Ça veut dire, si vous notez le pH l'hypoglycémie qui est plus prolongée que d'habitude et la vacuité de l'estomac plus prolongée que d'habitude. Donc, tout ça va entraîner une tension nerveuse, ça va entraîner une excitation du système vague qui donne l'ordre de sécrétion, et l'absence de tamponnement lié à l'alimentation va entraîner aussi une augmentation, si vous voulez, des facteurs d'agression. Donc, au moindre souci, ça va entraîner donc une installation, une aggravation d'une inflammation, soit pour la première fois, soit c'est une poussée du gastrique chronique. Un mot sur la clinique. Là, on est encore dans les gastrites chroniques à HP. Donc, en principe, la gastrite chronique, c'est une gastrite qui est asymptomatique. Ça veut dire que les gens qui ont une gastrite chronique sont habituellement asymptomatiques. Ils peuvent avoir quelques signes qui sont relativement mineurs, des petites épigastralgies atypiques parfois quand on est stressé, quand on ne mange pas à l'heure, une dyspepsie, parfois le malade vomit le matin, sans cause, une fois, 2 fois par semaine, parfois sur un mois. Donc c'est des symptômes qui ne sont pas typiques. Rarement on a un tableau pseudo-chirurgical, mais généralement c'est au cours de la poussée aiguë d'une gastrite chronique. C'est une maladie qui est là, mais avec des poussées. Chaque fois qu'on a la poussée, on a le symptôme. Donc il y a des malades aussi qui peuvent venir pour l'anémie, tout simplement, qu'ils soient ferripriles ou macrocytaires. C'est généralement des gens qui peuvent utiliser des anti-inflammatoires qui déclenchent le phénomène. Ce sont aussi des gens parfois qui sont cholestétomisés, et là le problème il est assez fréquent dans nos pratiques. Quand on a un malade cholestétomisé, il commence à avoir des troubles digestifs, notamment des épigastralgies. Il faut penser au reflux biliaire. D'accord? Et puis, l'examen généralement des pauvres, à part cette sensibilité épigastrique, le malade il a un peu mal ici, n'arrive généralement pas au stade de défense. Le piège dans ces cas, c'est de passer à côté d'une pathologie non digestive, notamment l'infarctus du myocarde. Quand on a un malade obèse, un sujet âgé, un malade polycardiaque, là, il ne faut pas jouer, il faut vérifier qu'il n'est pas en train de faire un infarctus de myocarde. Pour les pancréatites aiguës, c'est le même tableau, c'est des douleurs épigastriques, mais qui s'aggravent rapidement, et généralement le patient consulte aux urgences. Il faut faire une hypoglycémie pour être sûr qu'il n'est pas en début de pancréatite. Les lithiases biliaires, c'est un phénomène qui est très fréquent chez nous, et ça peut s'agir soit d'une lithiase de la voie biliaire principale, soit une lithiase de la vésicule biliaire. C'est des coliques hépatiques dont le diagnostic généralement ne pose pas de problème. Bilan échographie, on a la lithiase. Et puis, il faut se méfier aussi au cancer de la région. À part le cancer gastrique, on peut avoir le cancer du pancréas qui peut se manifester de la même façon. Donc, ces malades-là nécessitent de faire une exploration chaque fois qu'on a des épigastralgies, qu'on a une anémie, qu'on a un amaigrissement inexpliqué. C'est l'endoscopie digestive qui permet de voir l'organe et de classer la pathologie et de faire des biopsies pour rechercher notamment une cause, l'HP, rechercher le reflux biliaire qu'on va voir par la suite. Alors, y a-t-il une corrélation entre l'endoscopie et l'histologie, ou entre l'endoscopie et les symptômes? La réponse est non.
Donc, c'est une étude qui a été faite en Europe sur 98 patients et on s'est intéressé à avoir 4 anapathes pour voir les résultats qu'un ensemble de gastro ont vus sur des images. D'accord? Tous, pour les gastro, c'était des gastrites aiguës, probablement sur une gastrite chronique, comme le cas ici. On voit ces taches blanchâtres qui sont, si vous voulez, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, ces taches blanchâtres qui sont des signes de cicatriciel, ça veut dire que cet estomac a eu une inflammation plusieurs fois. Le fait d'avoir une inflammation sur plusieurs fois, on a cet aspect d'atrophie avec des taches, entre guillemets, cicatrices, qui peuvent disparaître par la suite. Donc, pour les anapathes, ils ont répondu différemment, excusez-moi. Pour certains, c'était un aspect histologique normal. Pour d'autres, il y avait seulement un aspect endoscopique qui est normal. Et pour d'autres, la concordance était de 63%. Donc même pour l'étude histologique et endoscopique, on peut avoir une petite différence interobservable. Alors, en endoscopie, nous, dans notre pratique, il faut faire des recommandations, notamment pour du côté du système de Sydney. On fait 2 biopsies entrales, 2 biopsies Fendi et une biopsie au niveau de l'antre. Avec ce système-là, on est sûr qu'on ne va pas rater l'Helicobacter pylori sur une erreur d'échantillonnage. C'est bon. Donc, on a terminé avec l'Helicobacter qui pose problème. On va voir les autres entités de la gastrite chronique, notamment la gastrite auto-immune. La gastrite auto-immune, c'est une maladie auto-immune. Il faut savoir ça. Donc, c'est une maladie où le corps va commencer à attaquer les cellules de la muqueuse gastrique. Il est plus fréquent chez la femme comme la plupart des maladies auto-immunes. Et c'est une maladie qui peut être transmise de façon génétique, notamment en mode autosomique dominant. C'est assez fréquent en Europe, plus que chez nous, mais nous, dans notre pratique, on a quand même des cas. C'est la fameuse maladie de Yerner, où le corps va attaquer les cellules qui sécrètent notamment le facteur intrinsèque de Castel. Donc on aura moins d'absorption de la vitamine B12, et par ce mécanisme, on aura une anémie qui est macrocytaire, et nécessite bien sûr l'adjonction de la vitamine B12. Okay. Donc cette pathologie, cette gastrite chronique, peut se révéler comme la gastrite chronique à Helicobacter pylori, mais le piège ici, c'est qu'il peut être associé à une autre maladie auto-immune, notamment la thyroïdite Hashimoto, le vitiligo, le Basteux. Donc tout ça, toutes ces maladies sont des maladies qui peuvent être associées à une gastrite chronique auto-immune, ou le contraire. C'est-à-dire on a la maladie qui est là, et puis par la suite, au cours de symptômes, épigastralgie, etc., à l'endoscopie, l'anapathe peut noter des anomalies, notamment de l'atrophie en endoscopie, des anomalies d'infiltration qui orientent vers cette pathologie. Donc, à l'aspect endoscopique, vous allez noter qu'on arrive à voir la muqueuse qui est atrophique et on arrive à voir à travers la muqueuse des vaisseaux. Ça, c'est un aspect d'atrophie gastrique. Donc, la muqueuse aussi, c'est qu'on peut avoir les deux maladies ensemble. On est dans un pays où l'épidémie d'HP est très fréquente. On peut avoir une maladie auto-immune plus Helicobacter pylori, et ça a été montré qu'on a plus de risques de développer notamment des cancers. Donc le diagnostic est simple, il faut doser bien sûr la vitamine B12 qui sera généralement effondrée et faire bien sûr des anticorps anti-cellules pariétales et anti-facteurs intrinsèques de personne pour poser le diagnostic. Ça, c'est une comparaison entre les deux types de gastrite chronique, le A et le B. Le A, auto-immune, c'est plutôt phénique, le B bactérien, Helicobacter, c'est plutôt antral. Les autres détails, on peut passer pour récupérer un peu de temps. Donc, pour la gastropathie hypertrophique, c'est la troisième pathologie qu'on va étudier ici. Il s'appelle hypertrophique parce qu'on a une hypertrophie de l'épithélium gastrique. Donc, c'est une maladie qui est relativement rare, mais on en voit au Maroc, on a eu sur 5 ans 2 ou 3 cas au CHU. Donc, vous allez noter que ces malades ont une hyperplasie de l'épithélium, ça veut dire l'épithélium normalement qui doit être aux alentours de 0,4-0,5 mm maximum, on est à plus de 2 mm. D'accord? C'est un état précancéreux, ce qu'on appelle la maladie de Ménétrie, et c'est une muqueuse qui va perdre de l'albumine, donc ce patient
peut se présenter avec des œdèmes des membres inférieurs, une hypoaluminémie. Le diagnostic est endoscopique, donc nous avons endoscopique un aspect de pli qui ressemble aux circonvolutions cérébrales, d'accord? Et au scanner, on a un épaississement de la muqueuse gastrique, normalement, ne se voit pas de cette taille. Il est très fin, normalement c'est inférieur à 1 mm au scanner, et l'écho-endoscopie permet d'étudier les différentes couches. On a un épaississement important qui arrive à 0,5 mm dans cette présentation. Alors, nous avons vu les deux entités, il nous reste les gastrites chroniques non atrophiques. Les gastrites chroniques non atrophiques ont beaucoup d'hétérogénéité entre eux, mais ils ont tous le même aspect endoscopique et histologique qui est l'absence d'atrophie. Je commence par le reflux biliaire, qui est une pathologie très fréquente chez nous, et ça peut être une cause de résistance au traitement. Le patient consulte par exemple pour un tableau de gastrite, et on le met sur l'IPP, d'accord? On recherche l'HP, on ne le trouve pas, par exemple, et même sur l'IPP à une bonne dose, le malade ne s'améliore pas. Il faut penser au reflux biliaire, qui est aussi un piège. Donc, le reflux biliaire massif, il est dû à quoi? Il est dû à la non-étanchéité du pylore. Et en cas de polycystomie ou de troubles fonctionnels, notamment au niveau duodénal, la bile va refluer vers l'estomac et entraîner une inflammation. Donc le patient parfois, il a même un reflux biliaire qui peut être très parlant, et ce reflux biliaire entraîne une agression de plus pour la muqueuse gastrique, à part bien sûr l'acide. Donc ce problème-là, il est relativement fréquent, il faut le chercher dans notre pratique, mais il n'est pas toujours documenté. Donc pour le documenter, il y a deux façons de faire. Soit une endoscopie, et au cours de l'endoscopie, on va trouver de la bile dans l'estomac, soit par ce qu'on appelle la bilimétrie gastrique. Ça veut dire que c'est un appareil qu'on peut permettre. On va introduire une sonde et c'est elle qui va identifier ce phénomène de reflux sur les 24 heures. Est-ce qu'il y a ou il n'y a pas de reflux biliaire? Et là, la prise en charge, elle est aussi laborieuse. À l'endoscopie, c'est une muqueuse qui est inflammatoire, qui n'est pas atrophique, c'est le plus important. On réalise des biopsies, on cherche quand même des mycobactères pylori qui peut être un facteur de plus. C'est une gastrite qui est plutôt au niveau antral. Ça veut dire le point d'élection le plus important concernant l'effet de reflux biliaire, c'est la région antrale. D'autant plus qu'on est en position assise, la zone qui sera pleine en premier, ce sera la région antrale. Les autres causes aussi, il y a ce qu'on appelle les gastrites chroniques lymphocytaires. C'est une entité qui a moins de 20 ans, qui s'est montrée plus intéressante quand on a commencé à diagnostiquer de plus en plus les maladies cœliaques et les lymphomes. Donc, c'est une définition qui est purement histologique. D'accord? Le diagnostic repose sur l'énombrement du nombre de lymphocytes par 100 cellules épithéliales. D'accord? L'anapathe va commencer à compter ces lymphocytes dans un champ par rapport au nombre des cellules épithéliales, et dès qu'on arrive à 25, on est sur une infiltration qu'on appelle une gastrite chronique lymphocytaire. La gastrite chronique lymphocytaire, à l'aspect endoscopique, peut ressembler au gastrite hyperplasique avec une couche qui est relativement plus faible. Ça s'appelle les gastrites varioliformes. Ça reste très spécialisé. Ce type de patient nécessite un spécialiste. D'accord? Il a été noté qu'au cours des maladies cœliaques, on peut avoir une infiltration lymphocytaire, comme on a l'infiltration lymphocytaire dans le duodénal, dans la muqueuse duodénale, on peut avoir une infiltration lymphocytaire dans la muqueuse gastrique, mais sans franchissement de la membrane basale. Très important. S'il franchit la membrane basale, c'est un lymphome. Ok? Il y a la gastrite chronique granulomatose. Nous avons vu le reflux biliaire, nous avons dit les lymphocytaires, et puis les granulomatoses gastriques. Là aussi, c'est des gastrites chroniques qui rentrent aussi dans le cadre des formes non atrophiques, ça veut dire qu'ils n'induisent pas d'atrophie. Je pense qu'on a dépassé le temps pour cette séance. Ok, bon, j'ai presque terminé. Il y a les gastrites eosinophiles, donc une infiltration de la même façon. Et puis, il y a les gastrites vasculaires. Donc, je vais passer rapidement sur
des plaques, je parlerai quand même de la surveillance endoscopique. Donc la surveillance endoscopique de ces malades, généralement pour tout ce qui est auto-immune, notamment la maladie de Pierre-Père, c'est une endoscopie par an, systématique, à la recherche notamment de tumeurs carcinogènes. Pour les métaplasies gastriques sans dysplasie, c'est 2-3 ans. Chaque 2-3 ans, il faut faire une endoscopie pour chercher est-ce qu'on n'a pas encore de dysplasie. Et à la fin, pour tout ce qui est patient dysplasique, si dysplasie de bas grade, pour la première année, il faut surveiller ça de près. Dès qu'on a des signes de dysplasie de haut grade, ça veut dire que ça juste avant le cancer, il vaut mieux faire un traitement chirurgical. Il y a d'autres possibilités endoscopiques que je ne vais pas détailler et je pense que je vais m'arrêter sur ça. Donc, le take-home message, c'est gastrite chronique, il faut penser que c'est une pathologie qui est multidisciplinaire, gastro-généraliste, médecine interne, etc. C'est une pathologie liée à l'aspect, donc pensez à l'aspect, pensez à l'éradiquer et pensez à vérifier après l'éradication. Très important. Pensez au reflux biliaire, parce que c'est une pathologie qui est assez fréquente chez nous. Il faut commencer à penser à ça. Pensez à faire une endoscopie, parce que l'endoscopie peut sauver la vie du patient en cas de lésions qui peuvent cancériser. Et à la fin, pensez au cancer qui peut aussi changer le cours d'une gastrite chronique. Je vous remercie. Merci à mon maître pour